Alors, pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là, il va falloir que je vous raconte un peu ma vie. Comme toute bonne histoire, celle-ci a démarré autour d'un comptoir. Étant donné que je passe ma vie en pyjama devant mon ordinateur à gloutonner des paquets de Haribo en faisant du montage vidéo, pour éviter de me transformer totalement en femme des cavernes, j'aime bien descendre boire un verre de vin au restaurant en bas de chez moi quand j'ai fini de travailler, histoire de m'aérer la tête. Et je dois vous dire que j'ai une passion pour les atmosphères de bistrot. Pardon pour le son. Les atmosphères, les échanges parfois philosophiques que l'on peut y avoir avec des inconnus, tout ça autour d'un bon verre, franchement, il n'y a pas mieux, on est d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère y aller seule plutôt qu'avec des amis. Comme ça, je peux rêvasser en regardant autour de moi, me prêter à des conversations si l'occasion s'en présente. Et rassurez-vous, c'est de ça dont je veux vous parler, pas du bistrot, quoique. Ce soir-là, j'ai échangé avec un homme, on va le mettre là, qui accompagnait deux habitués. On ne se connaissait qu'à peine et la conversation a très vite dérapé. Il m'a dit « Franchement, le féminisme, ça sert à rien ». Je lui ai répondu « Je sais pas pour les autres femmes, mais moi j'aime assez l'idée d'avoir des droits et d'être en sécurité ». Et la conversation a escaladé, je vous passe le détail, c'était infernal. Moi, j'étais venue pour me détendre, pas pour avoir un débat. Sauf que là, ce monsieur m'a dit une chose qui m'a fait réagir. Je ne pouvais plus me taire. Il a dit « De toute façon, si les femmes avaient produit quoi que ce soit d'intéressant, ça se saurait. » Mazette. À ce stade, je ne vais pas vous le cacher, j'avais déjà bu quelques verres. Et comme je sortais d'une grosse journée de travail, je n'ai pas été très diplomate. Je lui ai répondu « Mais t'es complètement débile ou tu fais exprès ?» Ce à quoi le monsieur s'est énervé. « Non mais attends, tu peux pas me dire que je suis stupide. » Sauf que c'était exactement ce qu'il venait de me signifier lui-même, en déclarant aussi ouvertement, sans complexe, que les femmes sont inférieures. Sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de production intellectuelle des femmes au regard de celle des hommes que cela veut dire qu'elles n'ont rien fait. Cette logique, ce serait comme dire à une personne sanglée dans un lit « Bah vas-y, lève-toi, fais un jogging ». Car si les femmes longtemps n'ont pas créé ou peu, c'est parce que la société ne le leur a pas permis. Pire, elle les en a empêchés au moyen d'un système solidement organisé pour les exclure et les invisibiliser. C'est une chose dont parle très bien Virginia Woolf, difficile à prononcer, dans son essai « Une chambre à soi » que je vous invite à lire. Dans cet essai-conférence, elle imagine une sœur fictive qu'aurait eue Shakespeare et qui aurait été aussi douée, sauf qu'au fil du temps, elle aurait pu, du fait de ses obligations domestiques et familiales, de moins en moins se consacrer à son art et aurait fini par l'abandonner tout à fait. L'histoire de l'art, justement, est hantée par ces sœurs de Shakespeare, par le vide qu'elles ont laissé sur les cimaises de nos musées. À l'Inguibertine, il y a 3 toiles réalisées par des artistes femmes. Louise Breslau, Rosalie Bidot et Ada Cabane. D'ailleurs, cette dernière aura arrêté la peinture pour exactement les mêmes raisons que la sœur de Shakespeare. Et 3 toiles dans une collection, je peux vous dire que c'est un score excellent. Est-ce que vous savez combien il y a de toiles au Louvre réalisées par des artistes femmes? On va essayer de... Qui me dit un nombre? Dites-moi un nombre. 18. 10? Ok, par ici, vous dites quoi? 50? Ah bah c'est pas mal ça. Eh bien, alors je ne connais pas les chiffres exacts, c'est de mémoire, mais il y en a à peu près une quarantaine pour une dizaine exposés sur, en comptant les réserves, 12 000 tableaux. Tableau 1. Donc voilà, les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. On pourrait dire que créer, c'est à la portée de tous et que les femmes n'avaient qu'à s'y mettre, mais pas vraiment en fait. Pour créer, par exemple pour peindre, il faut du matériel, des pigments, des pinceaux. Si l'on veut écrire, il faut de l'encre et une plume, en tout cas à l'époque. Et il faut aussi les moyens financiers pour les acheter, évidemment, ainsi qu'un espace où pratiquer, car on ne va pas écrire un roman à côté du bidet. Bien sûr, il faut aussi du temps. Toutes ces choses évidentes et simples a priori, qui n'ont pas forcément été à la disposition des femmes dans l'histoire. Et puis, de toute façon, créer ne suffit pas, car pour exister en tant qu'artiste, il faut pouvoir se frayer un chemin dans les circuits officiels. Sinon, comment exposer ses œuvres? Comment les vendre? Et là, vous n'avez pas idée du chemin pavé d'obstacles. Une femme qui veut être artiste, c'est un peu comme la princesse au petit pois, mais à l'envers et sans le petit pois. Oui, je sais, ça fait pas trop sens, mais c'est ma conférence.
sur sa tête, sur ses épaules, une bonne vingtaine de matelas d'injonctions, d'interdictions et d'impératifs. Prenons l'exemple de la peinture. Avant le XVIIe, c'est simple, aucune femme ne peut entrer dans les académies qui sont le point de départ de toute carrière sérieuse. Et si quelques rares sont parvenues à devenir respectées dans ce métier, mais moins que les hommes, faut pas déconner, c'est soit parce qu'elles venaient d'un milieu aisé et particulièrement érudit, soit qu'elles descendaient d'une famille d'artistes et avaient donc un accès direct à l'enseignement et à un atelier. Mais dans tous les cas, c'est du népotisme et ces destins sont des exceptions. C'est à partir de la fin du XVIIe que la situation évolue un peu. Un peu parce que genre tous les 20 ans, on accepte de faire une exception pour faire entrer une femme dans l'académie, mais ce sont pratiquement toutes des filles de peintres. Puis en 1706, on arrête les frais, et puis enfin on les laisse un peu rentrer à nouveau, mais par quota. Et si elles peuvent entrer, elles n'ont cependant pas le droit d'accéder aux cours d'études sur modèle, donc à l'apprentissage de l'anatomie, et on attend d'elles qu'elles se cantonnent au genre mineur, c'est-à-dire la nature morte et l'autoportrait. Et en 1783, attention gros record, l'Académie laisse entrer 2 femmes. Pas des moindres, puisqu'on a Élisabeth Vigée-Lebrun et Adélaïde Labilgard, qui est moins connue que la première, et pourtant qu'il devrait. Puis, dans le sillage de la Révolution, gros backlash, on referme les portes, plus de femmes dans l'Académie. Il y a quand même des cours privés qui apparaissent à ce moment-là, mais là encore, c'est réservé aux plus aisés. Au 19e, on continue notre parcours. Ces cours se développent et permettent à un peu plus d'élèves féminines d'accéder à un apprentissage. Mais du côté du circuit officiel, c'est toujours nada. Jusqu'en 1897, elles ne sont pas autorisées à s'inscrire aux Beaux-Arts, et si leur présence peut être tolérée au salon, qui a plus ou moins remplacé l'Académie, jusqu'en 1903, elles n'ont pas le droit de concourir au Prix de Rome, qui est le passage obligé pour toute carrière reconnue. Heureusement, apparaissent quand même quelques initiatives, mais vers la fin du XIXe siècle, on a par exemple l'Union des peintres femmes et sculpteurs. Alors, la question, est-ce que les rares femmes qui sont parvenues à exposer au salon sont arrivées à bout de tous ces obstacles? Attention, suspense. Non, pas vraiment. Le 19e étant un siècle d'opinion sur la question des femmes, c'est un festival 2001 penseurs, théoriciens, scientifiques, journalistes, artistes, tout ce que vous voulez, qui proclament haut et fort qu'elles sont des êtres inférieurs en tout, y compris dans le domaine de la création, puisqu'elles ne sont capables que d'imitation. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Leur production, donc, sera invariablement taxée de mièvrerie, d'anecdotique, de délicat, de faible, etc. Petite parenthèse d'ailleurs. Récemment, j'étais au musée d'Orsay pour l'expo « Inventer l'impressionnisme ». Devant un Berthe Morisot, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, c'est si féminin ». Pourtant, le Berthe Morisot qui était exposé, qui est d'ailleurs quelque part dans ce PowerPoint, il était dans son choix du sujet, dans son traitement, pas si différent qu'un Monet qui était juste à côté. Alors pourquoi cette étiquette de si féminin si un cartel ne l'avait pas suggéré? Posez-vous la question. Reprenons le chemin d'obstacles. Ensuite, il y a des entraves plus insidieuses à la carrière d'artiste. Les obligations familiales et domestiques, ça on l'a dit, elles sont évidentes. Mais il y a aussi le poids des convenances sociales. Par exemple, on a une peintre au 19e qui s'appelle Marie Bashkirtseff, c'est dur à prononcer. Elle est morte très jeune, mais elle nous a laissé un journal intime qui est très intéressant sur la condition de femme à l'époque. Elle écrit dans ce journal qu'elle l'enrage de ne pas pouvoir se balader seule au musée et d'être privée, je la cite, de la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi simple que le costume féminin à l'époque, les robes. Là, par exemple, c'est une bonne illustration. Comment voulez-vous peindre ou étudier en portant quelque chose d'aussi impraticable que ça? Devenir artiste, ensuite, ça suppose exposer autant que s'exposer, c'est-à-dire exister publiquement sous sa création autant que sous son nom. Et en cela, pour une femme, c'est assez incompatible avec les injonctions du Code civil de l'époque, qui disent que la femme n'existe ni par ni pour elle-même et ne peut rien faire sans l'accord d'un tiers auquel elle sera subordonnée, que ce soit son père ou son mari. Et là encore, c'est le Code civil qui le dit, c'est pas moi. Si on prend une artiste qui serait mariée, comment peut-elle exposer, comment peut-elle vendre, démarcher quand elle n'a légalement rien le droit de faire sans l'accord de son époux, rien le droit de posséder non plus qui soit vraiment elle, puisque le mari peut l'emporter, rien le droit de signer de son nom, voire même d'avoir le droit à un nom, puisqu'elle prendra toujours celui de son mari. Ça m'est souvent arrivé de chercher
l'histoire de femmes qui avaient existé, qui m'intéressaient. Par exemple, il y avait un tableau, je ne l'ai pas mis, je suis bête dans le PowerPoint, qui était vachement intéressant, d'une femme, ça s'appelait Mrs. Stuart Merrill. Et je la trouvais fascinante, cette femme. Je me dis, elle a quelque chose dans son regard, j'aimerais savoir qui c'est. Et bien, j'ai jamais trouvé son nom. Parce que, à moins d'avoir les registres d'état civil aux États-Unis, elle s'appelle Madame Stuart Merrill. Elle n'a pas d'existence. Voilà. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Au final, les rares indomptés, qui ont pu s'affranchir du poids des interdictions sont des électrons libres, des exceptions totales. Par exemple, Suzanne Valadon. Suzanne Valadon venait d'un milieu extrêmement modeste. Elle n'avait donc pas d'impératif de bienséance bourgeoise à respecter, c'était sa liberté, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Grâce à son métier de modèle, qui à l'époque était assimilé à de la prostitution, il faut le rappeler, elle a pu observer les peintres et se former en autodidacte. Sa carrière est donc vraiment remarquable, parce que Suzanne Valadon a réussi à se faire respecter en tant qu'artiste, même si, bon, du coup, ils ont dit qu'elle peignait comme un homme. Et alors, ça m'est arrivé aussi récemment à Montmartre, je me baladais, et devant le cabaret du Lapin à Gilles, qui était très fréquenté par Suzanne Valadon, il y avait un panneau de la ville de Paris qui parlait de son fils Maurice Utrillo, qui est plus connu qu'elle, hein, du coup, forcément. Et alors, il disait que Maurice Utrillo avait été élevé par sa mère, Suzanne Valadon, modèle et acrobate. Et alors ça, c'est quand même hallucinant, parce que Suzanne Valadon a été acrobate 3 mois dans sa vie, vu qu'après elle est tombée et elle a dû arrêter. Elle a été modèle quelques années. Par contre, elle a été peintre toute sa vie. Elle est sur les cimaises des plus grands musées. Elle est connue en tant que telle, mais ça, non, pas la place, probablement. Bon, vu le nombre d'obstacles, vous comprenez donc l'injustice quand les rares femmes qui sont parvenues à exister en tant qu'artistes se sont vues spoliées de la paternité, et on a presque envie de dire de la maternité, de leur œuvre par la postérité. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Parce que, soit carrément, leurs œuvres ont été attribuées à d'autres personnes, surtout des hommes, et aujourd'hui, on a pas mal d'œuvres qui sont de nouveau attribuées à leurs propriétaires, soit on leur a retiré l'attribution. C'est pour ça que dans pas mal de musées, sous des tableaux du XVIIIe ou du XIXe, des siècles dans lesquels les femmes ont pu être peintres, on peut lire « anonyme » sous le tableau. Et vous savez quoi? Moi, j'ai toujours pensé que ça voulait dire un peu flemme de chercher, c'était une femme. Mais bon, heureusement, ça change. Vous savez que, par exemple, Camille Claudel, aujourd'hui, qui est très connue, avant les années 80, avant qu'elle soit réhabilitée par un livre, par un film, elle avait donné une œuvre à la ville de Nogent, qui était dans les réserves du musée, aujourd'hui. D'ailleurs, le musée s'appelle Camille Claudel, hein, aujourd'hui, et cette œuvre en est le clou. Et bien, cette œuvre, elle était dans les réserves, elle était tellement oubliée qu'elle était cassée. Vous imaginez le chemin parcouru en peu de temps pour qu'une femme comme ça soit remise en bilière? Bon, ça donne de l'espoir. Moi, en 2019, j'ai écrit un livre qui retraçait les destins de 6 femmes excessives. Excessive, c'était le titre, de la fin du XIXe siècle. Certaines avaient été des artistes oubliés aujourd'hui, d'autres des personnalités artistiques faute de mieux. Un de leurs points communs, c'était que presque toutes avaient évolué dans l'entourage d'hommes artistes célèbres qui s'étaient beaucoup inspirés pour façonner leurs œuvres, pour façonner leurs romans, qui s'étaient inspirés de ces personnalités. Et c'est pour cela qu'elles arrivaient à exister encore aujourd'hui en note de bas de page. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai été en contact avec pas mal de chercheurs qui, une fois que le livre est sorti, m'ont félicité d'avoir réussi à retrouver les destins de ces femmes. On disait, mais on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, on ne sait pas. Non, c'est juste qu'on n'avait pas cherché, parce qu'il suffisait d'aller dans les registres d'état civil, de faire 3 recherches pour voir qu'au final, c'était très facile. Et justement, pour la promotion de ce livre, je me suis retrouvée un jour à faire une émission de télé dans laquelle la journaliste qui était chargée de faire la critique de mon livre m'a reproché de ne pas avoir assez parlé de la production artistique de ces femmes. Alors le problème, c'est que ce que je lui ai répondu, c'est qu'en fait, même si ces femmes possédaient des dispositions certaines, le problème, c'est qu'elles n'ont pas osé les mener à bien, car elles sont restées conditionnées ou empêchées. Et lorsqu'elles ont créé, leur production a été négligée et demeure perdue ou détruite aujourd'hui. Donc, c'est une réalité que notre patrimoine culturel souffre aujourd'hui du manque de production artistique de ces femmes. Je ne peux pas parler de leur production si elle n'existe pas ou si elle a été occultée. Alors comment voulez-vous que les femmes en aient fait autrement, quand tout, à l'époque, et je parle principalement du XIXe siècle, je vous le rappelle, des arts à la médecine aux lois, proclamaient qu'elles étaient inférieures par nature et nulles en tout, sauf à s'occuper des autres. Alors créer, vous pensez bien.
Et pour un peu qu'elles auraient eu le culot de sauter le pas, encore fallait-il franchir tous les obstacles que l'on vient de citer, sans compter les moqueries lapidaires de la part de leurs confrères qui n'auraient pas manqué de tuer dans l'œuf leur velléité. Une de mes excessives, encore une fois je parle de mon roman, qui s'appelait Henriette Maillat, était une épistolaire foudroyante de talent. D'ailleurs, dans une lettre, elle disait que son cerveau de femme l'empêchait de se concentrer durablement et que c'était pour cette raison qu'elle n'aurait jamais pu fournir l'effort d'écrire un roman, alors qu'elle était excellente. Elle était même tellement excellente que l'écrivain Huysmans, qui était le destinataire de ces lettres, les avait recopiées telles quelles dans son roman Là-bas, sans la citer bien sûr. Et aujourd'hui, ces lettres sont encore commentées par leur qualité par des spécialistes, par des spécialistes. Alors imaginez ce que cette Henriette Maillat aurait pu donner si elle s'était dit « Et pourquoi ? Et si je le faisais moi aussi ? Je peux le faire ?» Eh bien non. Aujourd'hui, en 2024, bien des femmes souffrent encore du syndrome de l'imposteur. C'est une réalité très courante. Alors imaginez au XIXe siècle. Voilà pourquoi, la prochaine fois que vous tomberez sur une œuvre réalisée par une femme, accordez-lui l'attention qu'elle mérite, ne serait-ce que pour le chemin parcouru, les vexations endurées, les sacrifices aussi. Car celles qui sont arrivées là ont accompli un tour de force. Et enfin, ne laissez aucun homme ne vous dire que les femmes n'ont jamais rien produit d'intéressant. Ou alors, vous lui envoyez ma conférence, je prends les chèques et les cartes bleues.